Le président de la République avait annoncé le 14 juillet dernier: la France sera prête en cas de seconde vague. On laissera l'histoire juger de la réalité de cette préparation. Mais ce que nous constatons d'ores et déjà, c'est que des années de politique d'austérité, de destruction des services publics, de diminution des moyens affectés à l'hôpital public, les cadeaux à la finance et aux grandes fortunes ont lourdement affaibli notre pays au moment même où il doit affronter l'épidémie de Covid-2019. Cette crise sanitaire peine à dissimuler une crise du capitalisme, pourtant largement prévisible. Face, face à la propagation du virus, dans la plupart des grandes métropoles, il a été instauré un couvre-feu, puis un confinement. Et malgré les annonces et les fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales, les rallongements de prêts garantis par l'État, il est à craindre que dans les mois qui viennent, un nombre conséquent de plans sociaux et de liquidations d'entreprises. Au-delà de la question de la survie de ces milliers d'entreprises déjà bien mises à mal par les 2 mois de confinement, c'est l'ensemble de notre vie associative, culturelle, sportive et militante qui sont directement impactées par des décisions prises en catimini, sans le moindre débat sur le bien-fondé de ces décisions, qui parfois ont l'air de relever de l'improvisation totale. La crise sanitaire est également une crise éducative. Pendant quasiment 6 mois, élèves de primaire, collégiens, lycéens, étudiants ont été privés d'école. Les enseignantes et les enseignants ont fait tout leur possible pour continuer à les accompagner durant le confinement. Mais aujourd'hui, respecter les consignes sanitaires relève de la gageure dans des classes déjà surchargées. Sans que soient alloués des moyens particuliers, les facultés tentent des cours en visioconférence, professeurs et étudiants, à chacun de se débrouiller avec les moyens du bord. L'attentat de Nice, l'assassinat sauvage de Samuel Paty ont soulevé une émotion et une indignation légitime. Il y avait tout à craindre des amalgames et de l'instrumentalisation politique de cet attentat abject. Tout à craindre des peurs que le fanatisme cherche à instiller partout. À Montfavet, un militant identitaire au lourd passé psychiatrique est abattu par la police pour avoir menacé un commerçant d'origine maghrébine. Cela aurait été à juste titre l'occasion d'évoquer l'état de décomposition de l'institution psychiatrique qui n'est plus en mesure de suivre les patients, les laissant à l'abandon et à la merci de toutes les influences les plus détestables. Mais très vite, le débat est occulté, y compris dans les milieux de la gauche qui, de plus en plus, professent une vision dichotomique du monde, vision pourtant habituellement représentative d'une idéologie marquée à droite. La dialectique est mise à mal, le confusionnisme règne en maître, renforcé par le succès des théories complotistes d'un pseudo-documentaire au succès inquiétant. À l'heure où les grands médias ne cessent de nous dire par experts interposés ce qu'il faut que nous pensions, il est plus que jamais nécessaire de se libérer de l'émotionnel, largement relayé et diffusé au détriment de la démocratie et de la capacité de penser. L'idéal communiste est, lui, fondé tout entier sur une philosophie scientifique, rigoureusement matérialiste. Il ne peut se satisfaire de prises de position à la va-vite, et c'est là bien toute la difficulté de notre communication. Les temps longs du débat, les confrontations d'idées doivent rester les marqueurs essentiels de notre identité. Mais la crise du Covid nous oblige à repenser notre manière de militer, d'aborder la population, et plus particulièrement les travailleurs, bien souvent isolés au sein de structures de plus en plus petites et subissant de plein fouet une crise économique qu'ils craignent tout autant que la crise sanitaire. Pour terminer ce rapport politique un peu court, vu les conditions techniques, je voudrais citer le principe d'asymétrie des idioties, dite loi de Brandoli. Ce principe prétend que la quantité d'énergie pour réfuter les idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Et finalement, c'est sans doute la piste à suivre. Travaillons à faire connaître au plus grand nombre nos propositions plutôt que de s'épuiser à réfuter les convictions fumeuses ou les choix politiques des uns et des autres. Et je précise que non, je ne vise pas nos divergences avec Mélenchon sur la manière de constituer une opposition à Macron en vue de la présidentielle. Je vous remercie.